La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Petit-fils de paysan, Benoît Castel n'a, dans son enfance, connu que le goût des bons produits. Alors quand il a commencé à pâtisser, une chose était certaine, il ne voulait utiliser que des produits de qualité, forcément. Avec aujourd'hui 3 boutiques à son actif, Benoît Castel vient de se lancer dans une toute nouvelle aventure, une épicerie fine. Si comme dans toute épicerie, vous pouvez y retrouver ses produits favoris, Benoît l'a aussi pensé pour rendre à tout un chacun la cuisine plus facile. Pâte à tarte, socle de pavlova, sa jolie épicerie dispose aussi de tous les produits intermédiaires pour pâtisser en toute simplicité. Au menu de cet épisode, l'importance de la matière première en pâtisserie, quand et comment est-il allé vers plus de naturel dans sa pâtisserie, comment lutter contre le gaspillage alimentaire très simplement, et enfin, le plus compliqué, c'est de faire simple. Bonne écoute! Bonjour Benoît, Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va très bien aussi, merci beaucoup. Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Forcément, je suis de Bretagne, c'était forcément les crêpes, souvenir des crêpes. Et j'ai un souvenir de ma grand-mère aussi qui faisait du riz au lait avec des pommes. Et ça, c'était assez dingue. Et ta crêpe préférée, c'est laquelle? Ma crêpe Préférée, je pense que c'est simplement une crêpe qui vient d'être faite et tu prends du beurre demi-sel, mais très salé. Et tu passes un coup de beurre dessus, demi-sel, avec un peu de sucre. Et franchement, c'est super top. Après, j'adore la crêpe avec de la crème de marron. ça c'est plus original. Un peu moins breton d'ailleurs. Un peu moins breton, mais bon. Quoique, d'où je suis originaire, il y a beaucoup de châtaignes et beaucoup de marron en fait. Pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour un repas, pour finir le repas le dimanche midi? Il y a plusieurs. Alors, j'ai envie de dire, moi j'ai des desserts qui sont. Alors c'est marrant, j'en reviens toujours aux mêmes choses, mais dans mes desserts préférés pour finir un repas, ça dépend bien évidemment de la période, ce que tu as mangé avant, mais dans 2 desserts que j'adore, c'est la crêpe Suzette. Bien flambée, avec pas mal de Grand Marnier flambé, et je trouve que ça aide à digérer en fait. Ça peut paraître surprenant. Et le deuxième truc que j'adore sur un dessert qui met beaucoup de fraîcheur, j'adore la tarte tatin avec de la crème épaisse. Est-ce que il y a une saveur qui peut représenter tes boulangeries? Une saveur, ouais, clairement je dirais la crème et le beurre. Enfin, on en retrouve vraiment beaucoup partout. Ouais. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Je me souviens, c'était un des desserts que j'avais fait dans les premières créas, ça fait très longtemps de ça. C'était un dessert au chocolat, au caramel avec des poires au poivre. Et ça, c'était quand? Ça fait longtemps. Je me souviens de ce dessert qui a été, d'ailleurs en plusieurs fois, il a été fait, refait, archi-fait jusqu'à ce qu'il soit parfait, mais l'idée de ce truc, qui était une combinaison en fait de plusieurs desserts différents, Okay. je me disais, ça va être super bon de faire un truc comme ça en fait. Voilà. Et je dirais que c'était peut-être 30 ans. Ouais, j'ai 50, autour de 20 ans à peu près, je pense que c'est ça, ouais. Et visuellement, il ressemblait à quoi? C'était un entremets, un gâteau entremets qui était velours chocolat, avec un biscuit
à l'amande croquant, un peu comme une meringue, avec des poires qui étaient pochées au poivre et une crème de chocolat et caramel. C'était bon d'ailleurs ce gâteau. On va le refaire. Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création ? Alors, les saveurs de la toute dernière création, enfin on va passer sur l'été. Je crois que ça a été les pavlovas en fait, les pavlovas avec le côté un peu fruits rouges, gingembre, citron, meringue, chantilly, des trucs très frais. C'est vrai qu'à chaque période de l'année, on a toujours des périodes, enfin voilà, puis qu'on travaille qu'avec des fruits de saison, forcément on s'accompagne de. Donc là, je veux dire la période du moment, je pense que cette dernière créa, c'était ça. Et puis alors pendant les vacances, il y en a eu plein, hein, parce que pendant les vacances, bien évidemment, j'adore cuisiner pendant les vacances. Et il y a eu la période avec mon pote Christophe Adam où on a fait des vacherins maison, c'était génial, à la minute, les fruits rôtis avec les nectarines, les abricots, les salades de fruits où on se régale aussi avec de la pastèque, de la framboise, de la menthe, des fruits rouges. Donc, enfin, non, il y en a eu pas mal en fait, il y en a eu pas mal. Et qu'est-ce qui t'inspire toutes ces créations ? Alors, déjà j'adore manger. Et on aime bien, en fait, j'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et puis après, toutes les créations, c'est au fur et à mesure aussi des rencontres, des moments, des rencontres avec des fournisseurs, des rencontres, il y a ça, il y a des choses qu'on goûte. Je vais très souvent au restaurant, je suis curieux, gourmand de nature, donc voilà, ce serait... hop, on goûte un truc, on dit ah, ce serait bien de le transformer comme ça ou de faire ça. On est tout le temps en fait en réflexion. Et on peut pas dire que on va s'asseoir à table et on va se dire voilà, je vais créer aujourd'hui un gâteau. C'est pas comme ça que ça se passe le process en fait. C'est alors on peut avoir une réflexion où on va être un peu plus concentré pour faire une créa, mais c'est plein d'images qu'on prend ou de goûts qu'on prend au fur et à mesure qu'on goûte des choses et on se dit ah, je me souviens de ça. Ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être aller dans un restaurant, goûter. Là, en ce moment, on a le potager en Bretagne où on fait venir nos légumes, c'est-à-dire goûter des légumes au plus proche du produit. Ça peut être un producteur qui arrive. On travaille avec Jean, qui est un producteur de légumes et de fruits. Ben, c'est une livraison d'un matin qui nous dit ah, ce matin j'ai ça. Et ben bam, le fait d'avoir ça, de goûter, ah, on pourrait faire ça avec ça en fait. C'est aussi l'échange que j'ai avec les équipes parce que en fait c'est la discussion qu'on a dans une équipe aussi, c'est ça qui fait marcher la maison, hein, c'est l'échange avec les autres. Donc il y a plein de paramètres qui sont hyper intéressants. J'ai un de mes meilleurs amis qui vit en Autriche, là j'ai passé quelques jours avec lui, j'étais très souvent en Autriche. C'est une rencontre avec des gens, un nouveau restaurant en Autriche, enfin, il y a plein de choses. Mais là tu parlais des vacances, est-ce que c'est un moment qui est pour toi particulièrement propice Ouais, c'est propice parce que on est détendu, on réfléchit quand même toujours au travail, oui. à la créa, on voit des choses nouvelles, ce serait intéressant de voir ça. Ouais, c'est un des moments où en fait on emmagasine un maximum de choses. Et on revient avec plein d'idées fraîches. Oui, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Déjà c'est une grande partie de mes occupations journalières, hein, j'ai envie de dire annuelles. C'est un métier qui m'a permis de m'exprimer, c'est un métier qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Donc ouais, c'est un métier que j'adore, et puis c'est un moyen aujourd'hui de faire partager des choses avec des gens, de faire plaisir aux gens, parce que je pense qu'on fait ces métiers alimentaires aussi parce que bon, bien évidemment on aime manger, mais aussi parce que on aime faire plaisir aux gens, quoi. On a un côté un peu aussi, je pense un peu avec un ego un peu
un peu au-dessus de la moyenne, en se disant qu'on aime bien que les gens viennent nous dire ah c'était bon, on a besoin d'entendre ça aussi. En fait, je pense qu'il y a ce côté égo chef qui vient de là aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Ouais, donc ouais, c'est un vrai moment je pense que c'est des moments de partage, c'est des moments moi ça m'a fait beaucoup voyager, ça m'a fait, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est un style de vie la pâtisserie, c'est pas ça, mais dans mon univers en tout cas, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de partage avec des gens, beaucoup d'amis, beaucoup de rencontrer plein de gens dans le monde entier en fait. Et tu parlais de moyens d'expression. À quel moment est-ce que tu as compris un petit peu que ça pouvait te permettre aussi de t'exprimer et comment? Assez tôt, parce que moi j'ai voulu faire de la pâtisserie, de la cuisine très tôt, très tôt. Je raconte toujours un peu la même histoire, mais bon, c'est comme ça. Hein, étant petit-fils de paysans, grandi dans une ferme avec des grands-parents qui cuisinaient beaucoup, une maman qui cuisinait énormément. Donc assez rapidement, je me dis, tu sais, moi je vais faire de la cuisine parce que ça me plaît vraiment ce truc, quoi. Et je parle de ça, j'avais 7 ans, très envie de faire de la cuisine, et voilà. Jusqu'au jour où un jour avec mes parents, on allait souvent en famille manger dans un restaurant d'amis, et puis je passe une tête dans la cuisine, et là je vois le chef pâtissier qui faisait le château de Chambord en sucre. Donc je vais avoir 10-12 ans, je me dis, ah là, moi je vais faire ce métier, quoi. Je vais faire des châteaux en sucre toute ma vie, quoi. Donc c'était le souvenir de me dire, waouh, il y a des mecs qui font des châteaux en sucre, quoi. Ça c'était, dis-moi je veux faire ça, quoi. Donc le mec, je me suis dit, ça a commencé à me dire, c'est vraiment cool de faire ça, quoi. Le mec, il fait des trucs super cool, quoi. Et là, à partir de ce moment-là, je dis, je vais faire de la pâtisserie, quoi. Et j'ai jamais voulu faire autre chose que de la pâtisserie. J'ai fait un apprentissage, et voilà. Et puis assez vite, après, c'est aussi une rencontre après, il y a des gens créatifs, il y en a d'autres moins. Puis la créativité, c'est aussi, ça sort de chacun ça sort de chacun, et puis c'est en fonction des gens avec que tu rencontres aussi, qui vont te faire t'exprimer, quoi. Moi j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière des gens formidables, quoi. Donc ça c'était cool aussi. Moi c'est ce que je fais avec mes équipes aujourd'hui, avec les gens que j'avais avec moi, j'aime bien. Je trouve que c'est dans l'émulsion d'une maison. Je veux dire, oui, j'ai mes idées, oui, je donne le sens de la direction artistique. Aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait, mon job. Oui, je participe encore au test, bien évidemment. Je vais donner parce que je veux que ce soit mon univers, ce que j'ai envie. Mais je laisse aussi les gens qui s'expriment chez moi. Ça veut dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens des chefs qui m'ont laissé m'exprimer et me louper, faire des erreurs. Voilà, donc aujourd'hui, quand on travaille sur des choses, c'est une surenchère en fait. Ah, j'ai pensé à ça. Et puis des fois quand j'ai Clément qui est là, mon chef exécutif, il y a Tristan, le chef pâtissier, ou Jérémy, le chef du tour, Romain, le chef boulanger, Marion qui est la chef de cuisine. En fait, je dirais, ça serait bien qu'on fasse ça. Donc je transmets quelque chose. Et des fois, en fait, quand je transmets un truc, je me dis, ouais, j'aimerais bien. En fait, ce que moi j'ai réfléchi, c'est absolument pas du tout ce qu'on va me présenter. Et je dis, ah putain, c'est vachement bien de le voir dans ce sens-là, en fait, aussi. Même si tu donnes l'impulsion, en fait. Donc, je pense que c'est important aussi que les gens, dans les équipes, et moi, c'est ce qui m'a fait. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont aussi laissé une part d'expression, en fait. Et ça se cultive, en fait. Ça, et du coup t'es obligé, c'est quand même favorable en tant que du coup chef d'une équipe de laisser aussi chacun, parce que sinon tu peux Alors pas... après, il y a des gens qui aiment ça, puis t'en as d'autres qui aiment pas ça. Dans une équipe, t'as des producteurs, ils sont là, ils vont être là, et puis t'as des gens qui ont cette réflexion, et puis d'autres qui l'ont pas du tout en fait. Aussi, il faut, voilà. Oui, comme dans n'importe quoi. À quel moment dans ta carrière et dans ta vie, tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu vois, tu as compris plein de choses sur le fonctionnement des associations de saveurs, sur le fonctionnement, sur comment créer, etc. À quel moment tout ça s'est arrivé et à quoi ça correspond? C'est marrant, quand il y a eu un truc qui était incroyable, comme je t'expliquais tout à l'heure, mes grands-parents étaient paysans. Donc
ils avaient des vaches, ils avaient des céréales, ils faisaient du lait, ils faisaient du beurre et tout, de la volaille. Donc j'ai toujours très bien mangé quand j'étais enfant. Voilà. Et quand je suis arrivé à Paris, tu vois, j'ai pris un appartement et j'ai dû faire mes courses. Et je me souviens toujours d'un truc. C'est le premier jour où j'ai acheté un poulet en grande surface. Je n'avais jamais acheté de poulet en grande surface de ma vie. Je m'étais jamais trop occupé de me nourrir, ou c'était assez facile quand j'avais mon appart à Rennes. Enfin, c'était très simple en fait. Et là, quand je suis arrivé à Paris, je devais avoir 17 ans, et 17-18 ans, j'avais un tout petit four. Limite, tu dois appuyer sur ton poulet pour qu'il passe dans le four. Et je fais ce truc, et je goûte le poulet, je dis putain, c'est pas vrai, c'est dégueulasse quoi, en fait. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé quoi. Le truc il est daubé, et voilà. À ce moment-là, j'ai pris conscience je me souviens tout le temps de ce jour, en fait, c'était sur un poulet, du salé, donc je me suis pris conscience, j'ai eu une chance incroyable quand même, d'avoir de la qualité de produit de dingue. Et là, je me suis toujours dit, putain, quand même, le produit. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, quand même, il y a une qualité sur la matière première qui est essentielle, en fait, dans ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Du coup, c'était vraiment important pour toi de... Ah, mais ouais, et puis après, je suis pas le seul à le dire. Tu vois, c'est sûr que ça change tout. Ça change tout. Ouais, voilà. Et sur plein d'autres choses, quoi, tu vois, donc... et puis... donc la qualité du produit, et donc à partir de là tu commences à... Et puis au fur et à mesure que tu goûtes des choses, au fur et à mesure après tu t'intéresses, tu vas aussi dans des pâtisseries, des restaurants, donc tu fais ta bibliothèque dans ta tête en fait, de goût, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas, voilà. Aujourd'hui c'est vrai que tu sais quand tu crées, en fait tu commences à créer sur papier, parce que tu sais que tu as une grande bibliothèque des saveurs, je sais pas, de l'abricot, du chocolat, du safran, de la vanille, de la crème, du beurre, de la pâte sablée cuite, du feuilletage. Tu as à peu près en tête les goûts, et tu sais que si tu prends cette case-là, cette case-là, cette case-là et cette case-là, ouais, ça va marcher. Tu sais et puis des fois, tu es surpris avec des goûts que tu n'aurais pas associés, ou tu es surpris. Mais en fait, tu sais que ça va matcher. Après, pour en revenir sur qu'est-ce qui m'a surpris le plus en termes de dégustation, un des gâteaux, mais c'est assez sur le tard, hein, vraiment un des gâteaux que j'ai adoré dans ma vie, que j'adore tout le temps, c'est la tarte à la vanille chez Pierre Hermé. C'est un gâteau qui m'a procuré, et qui me procure encore, un truc incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de ma vie. Ça, c'est une réponse de beaucoup de pâtissiers. Ah ouais. Ah, c'est curieux. Mais ce gâteau, il est vraiment incroyable. Et pourtant, il est extrêmement simple, quoi. Oui. Mais je sais pas. Je me souviens une fois, Pierre nous avait envoyé, quand j'étais à la grande épicerie, m'avait envoyé des bûches avec Seb et Mika, ses chefs. On s'envoyait les bûches. Et je me souviens, il a envoyé une bûche à la vanille. Je crois que c'est une bûche de 6-8 personnes. Je crois que j'ai claqué. J'ai mangé la bûche tout seul dans la journée, en fait. Tous les jours, je prenais une part. Je suis arrivé, putain, j'ai mangé la bûche, quoi. En fait, c'était, je sais pas, là, il y a un autre plat. Il y a deux autres plats que j'adore. Alors, c'est du salé. C'est un truc incroyable. Mais ça me rassure. Il y a aussi des plats rassurants. Tu vois, quand je vais manger, il y a un restaurant où je vais... il y a deux restaurants où j'aime beaucoup, où je vais depuis très longtemps, c'est le Paul Bert, chez Bertrand et Gwen, Guano. Paul Bert dans le 11e, je ne sais pas si tu connais. Il y a le pavé aux poires de Sarawak et les frites. C'est, je sais pas, une sensation, quand je mange le truc, c'est une sensation de bien-être, tu vois. Ouais. Et le vol au vent du Café des Ministères de chez Jean et Roxane. Ça, c'est des plats, en fait, je sais pas pourquoi, c'est des trucs qui te font du bien, en fait. Parce que tu aimes le goût, c'est juste ce que tu veux. Là, il y a plein d'autres gens qui aiment ces plats, hein. Je ne suis pas le seul, c'est des bons restaurants qui sont connus, archi connus, et voilà. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Il y a une grande partie de ton projet qui est aussi de te tourner vers une pâtisserie, etc., plus éco-responsable. À quel moment, toi, ça a été important pour toi, et par quoi est-ce que ça passe concrètement ?
En fait, j'ai commencé à réfléchir à ça c'est quand j'étais à la grande épicerie de Paris. À un moment donné, je faisais des macarons et beaucoup de gâteaux vachement colorés. Et je parle de ça, c'était en 2003, ça fait 20 ans, 2005, presque 20 ans. Et je regardais ce que je faisais et je me dis putain, c'est pas possible, il va falloir qu'on arrête ça, l'oxyde de titane, les gâteaux hyper voyants, les trucs. Et c'est marrant, c'est vers mes 35 ans, mes 30 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'ai eu une chance incroyable d'être élevé d'avoir des parents, des grands-parents paysans et d'avoir su comment c'était difficile de faire pousser une carotte, une patate, une fraise, tu vois. Donc ce respect de la matière première déjà, de respecter ce respect de la matière première. Et en fait, à la grande épicerie, ça a pris vachement de sens. Je me suis dit, ça a commencé comme ça, mon côté un peu éco. Je me suis dit, on va commencer par enlever tous ces colorants merdiques. J'ai commencé le travail. J'ai commencé à bosser un peu avec des colorants naturels, à chercher. Puis j'ai commencé à me faire la réflexion. Je me suis dit, putain, ça sert à quoi la feuille d'or et la feuille d'argent sur les gâteaux? C'est vraiment naze, en fait. Mais bon, parce que c'est la grande ép, on mettait du bling-bling et tout. Et puis, quand je suis parti à la grande épicerie, j'ai ouvert Joséphine Bakery. Et là, ça a pris encore plus de sens. Je me suis dit, quand j'ai ouvert le labo, quand j'ai ouvert cette boutique, alors au début, on a fait de la pâtisserie, puis après, on s'est vraiment tourné vers le snacking. Au début, je dis là, bon, alors, tout laboratoire, c'est bon, les colorants alimentaires, on les prend et on met tout à la poubelle. Comme ça, hop, feuille d'or, feuille d'argent, tout ça, hop, on dégage. Et ça a vraiment commencé là. Cette réflexion, en fait. Le sang colorant, le pas de feuille d'or, le pas de feuille d'argent, vraiment tout a commencé là. Puis en fait après, ça a été un peu plus loin. Quand après j'ai ouvert les boutiques Benoît Cassel, il y a eu la boutique Liberté où j'avais aussi fait les codes de quand j'ai ouvert le 10e. L'idée c'était vraiment d'avoir un laboratoire qui soit complètement ouvert et qu'on voit tous les ingrédients, tous les Konoma étaient visibles. Ça, c'est des codes que j'avais pris quand je me baladais pas mal à New York. Je voyais tous ces labos, je me disais pourquoi on ne fait pas nous aussi ça en France où on a les Konoma, on est en arrière-plan, on ne met pas de mur, on enlève tout et on voit tout et on montre tout. C'était vraiment la liberté de tout montrer en fait, ce côté transparent, ce que j'ai continué de faire dans les autres labos quand c'était possible. Et donc voilà. Et là, ça a encore pris plus de sens, quoi. Et puis, après, à mine montant, on a sorti la récupération des pots de pommes pour faire le nappage. Là, on a le pain d'hier et de demain qui a 30% de pain récupéré. Et c'est une réflexion tout le temps. Après, même ça faisait quelques temps, on avait fait aussi, on l'a toujours fait, c'était de travailler aussi avec les pots Julien Deschenaux avec les pots de cacao. Donc on a toujours eu cette réflexion de travailler avec ces pots de cacao. Toujours ce côté récupération, c'est en fait, je trouve que le problème qu'on a aujourd'hui, si on voulait aussi lutter contre l'anti-gaspillage, c'est de utiliser la matière première au bout du bout. Vous voyez, par exemple, on épluche des pommes, on a des pots de pommes qui sont très bonnes. Pourquoi, au lieu de faire rentrer des seaux et des seaux de nappage industriel comme beaucoup de gens, non, tu prends tes pots de pommes et puis ça va éviter qu'un camion te livre, ça va éviter que tu prends un seau plastique, ça va éviter de l'énergie, en fait. Donc il y a plein de non-sens comme ça où on devrait faire attention, puis c'est pas compliqué de faire son nappage, quoi. Tu prends les pots de pommes, tu les fais bouillir, tu prends de la gelée végétale, et en plus ça a du sens, c'est bon. Et donc tu épuises ta matière première jusqu'au bout et tu gâches pas en fait. Et c'est le problème, je trouve qu'aujourd'hui si on veut, alors moi j'ai eu une chance, je répète, incroyable d'avoir des grands-parents paysans, mais
il y a plein de gens qui vivent en ville et qui ne connaissent pas. Et je pense que dans nos métiers, aujourd'hui, pour réformer peut-être les examens de cuisine, de pâtisserie, de boucherie, même dans la restauration, eh bien, on devrait commencer par former aussi des écoles qu'ils aillent voir dans des fermes, qu'ils aillent voir comment on élève comment on récolte des fruits et des légumes, pour qu'il y ait une prise de conscience de comment c'est dur de faire pousser une carotte, en fait, tout le travail qu'il y a en amont. Et il y aura une autre approche, la pâtisserie. Pour toi, c'est ça, la clé. vachement important. La clé, je sais pas, j'ai pas. Je pense que ce serait important de le faire. Pas. J'ai pas envie de faire 6 mois de stage dans une ferme, c'est pas ça, mais au moins de comprendre, aller montrer, la dureté, passer 2 jours dans un champ à récolter, quoi, à se baisser, à se casser le dos, à planter, je pense que ce serait important. C'est-à-dire quand tu vois par exemple aujourd'hui, au lieu de d'éplucher les légumes, la carotte, si la carotte elle est bien faite, elle est bonne, elle n'a pas trop de pesticides, t'as pas besoin d'éplucher la carotte, en fait, tu la brosses, tu la brosses et tout va très bien, quoi. Donc il y aurait moins de gâchis. Sur les pommes, c'est pareil, c'est d'utiliser un maximum la matière première. Mais ça, tu vois, je trouve que autant sur la partie colorant, etc., c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Par contre, sur toute la récupération des invendus... Alors, à un moment donné, moi, ça va faire plus de 10 ans que je fais ce côté sans colorant. Alors ça, j'en parlais pas beaucoup et tout. Au début, c'est vrai que j'étais un peu... Il y a des gens qui disaient « Ah putain, sa vitrine à Castel, elle est toute triste et tout. Oui. » Voilà. Mais c'est un parti pris. Aujourd'hui, les gens « Ah ouais, c'est vachement intéressant et tout. » Ça me fait un peu rire. Mais c'est bien que les gens prennent conscience de ça. Mais ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on aurait dû... Oui, tu vois, ça c'est quelque chose qui bouge, mais autant je trouve que sur toute la partie un peu recyclage des invendus, ça c'est encore quelque chose qui se fait pas beaucoup. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place et comment ça a été reçu un petit peu ? Non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué quand tu le prends comme du bon sens. Tu vois ? C'est pas, on n'est pas là en train de se prendre, enfin Clément est à côté de moi, on n'est pas là en train de se prendre la tête comme des dingues tous les matins. On dit, les pots de pommes et les trognons de pommes, on va les utiliser. Ça va nous éviter de commander des kilos de nappage. Puis il y a un intérêt gustatif, c'est drôle, il y a un côté un peu expérience, mais franchement, c'est pas compliqué du tout. C'est pas un problème, en fait. C'est pas une énorme... Il faut le faire, surtout de le faire avec conviction, en fait. Quand tu fais les choses avec conviction, tu les fais normalement. Puis aujourd'hui, on le voit dans les jeunes qui arrivent. Il y en a qui viennent chez nous parce que on est un peu, on n'est pas précurseur, mais on fait pas mal de choses là-dessus, ouais. Précurseur, peut-être un peu prétentieux, mais les gens disent ah putain, c'est pas mal, quoi. Et je trouve qu'on a encore plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu aimerais faire encore plus dans ce sens-là ? Je pense, il y aurait encore plein de choses à faire dans la récupération. Après, des fois, on jette des gâteaux. Alors, on jette pas puisqu'on les donne à des assos, tu vois. Mais il y a certainement encore des choses. Et je pense que, moi, j'ai commencé ce truc et je pense qu'il y a des jeunes derrière qui vont venir et qui vont encore... le truc, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de passer le flambeau. Et je vois des fois dans les équipes, on va essayer d'aller encore un peu plus loin. Il y a des jeunes qui arrivent avec d'autres idées, ça c'est cool. Vraiment plus sur ta clientèle, par exemple le pain d'aujourd'hui et de demain, comment est-ce que ça a été accueilil au début ? Alors les gens trouvaient ça génial et puis le nom, tout va bien et voilà. Non, super bien. Aujourd'hui ça devient une des 3 meilleures ventes de pain. Alors on a 3 pains, on a le pain du coin, on a le granola et le pain d'hier et de demain. C'est 3 pains très différents. Très très différents, donc il y en a qui préfèrent toujours le pain du coin, il y en a qui préfèrent le pain d'hier et de demain. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, en fait. Est-ce que jouer sur justement le nom et puis tout le côté un petit peu marketing, etc., c'est ça qui a aidé à... Parce que nous on prend toujours plaisir. Là c'est la déformation, peut-être l'expérience grande épicerie. On a toujours ce côté un peu marketing qui nous reste. Il y a Clément qui est avec moi en chef, qui est de l'ancien à Grande Ep, Emmanuel. Donc en fait, quand on fait un produit, nous c'est brainstorming, on est 10 autour de la table. Marion qui est pas très loin aussi, elle a souvent participé à ces moments-là. Mais c'est vrai, on est 10 autour de la table et tout le monde balance. On a qu'à l'appeler comme ça et on peut faire 1, 2, 3, 4 réunions, quoi. C'est pas voilà. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout, quoi.
C'est un point super important. C'est un point. Il faut qu'il y ait un côté un peu amusant et ludique. Et là, il y a le côté amusant, ludique et poétique aussi, je trouve. Oui, c'est clair. De quoi est-ce que tu es profondément convaincu en matière de pâtisserie-boulangerie? Tu vois, je sais pas, une croyance que tu as depuis très longtemps et qui forge un petit peu aussi ton univers, enfin tu vois, qui est très présente. C'est hyper compliqué de faire simple. Je dis souvent ça, c'est hyper compliqué de faire simple. Souvent je dis ça, mais c'est vraiment compliqué de faire simple. Quand tu veux bien faire simple, c'est vraiment compliqué. Tu te prends vraiment la tête, en fait. Donc, ouais, ça, c'est une vraie croyance dans ce qu'on fait en général. Parce qu'on fait des choses simples, mais de les avoir toujours pareilles, régulières, eh ben, c'est compliqué, quoi. Donc, ça, c'est, ouais, je pense que dans nos produits, dans ce qu'on fait, dans la régularité sur les achats, la régularité sur les matières, parce qu'on travaille des matières premières souvent depuis longtemps. On va travailler aussi avec des farines de blés anciens, on va travailler avec des produits de bonne qualité. Donc c'est des matières vivantes, des produits alimentaires. Donc quand elles sont vivantes, eh ben, elles bougent. Donc il faut vraiment des vrais techniciens derrière pour pouvoir les connaître et les dompter à chaque fois, quoi. Ça c'est sûr. Et d'avoir une régularité, parce que la plupart des produits qu'on a, voilà, je dis souvent, c'est des produits vivants. C'est la farine, les légumes, les levures, les levains. Donc c'est voilà, des matières vivantes. Donc il faut bien les dompter. Voilà. Comment tu fais ça? C'est de l'expérience? Oui, c'est de l'expérience. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent aussi, des vrais techniciens, quoi, des vrais gens, des gens hyper qualifiés en pâtisserie, en boulangerie, et voilà, des vrais pros, des vrais techniciens. Ouais. On n'en parle jamais assez, mais c'est ça qui est important, quoi. Effectivement. C'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres? Ton ingrédient chouchou un peu, dont tu peux pas te passer? J'en reparlais, moi je pense beurre crème, évident, quoi. Ouais. C'est quoi le meilleur gâteau qu'on peut faire avec ça? Le meilleur gâteau? Le tien. Le mien, bah, la tarte à la crème, forcément. La tarte à la crème, ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas forcément que t'aimes pas, mais qui te donne pas mal de fil à retordre, tu vois, qui est plus compliqué à appréhender et t'as eu du mal, ou t'as toujours peut-être du mal à trouver comment le travailler exactement? Ouais, t'as des produits qui sont pas simples à travailler dans les fruits. Je trouve un produit que j'aime bien, mais qui est compliqué, je trouve, c'est la poire. C'est un produit assez neutre, dès que tu commences à le travailler, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas un produit facile à dompter. On a fait un cheesecake poire, fève de tonka, mais on met de l'alcool de poire pour le. Tu as toujours vraiment beaucoup bidouillé pour que ça matche, en fait. Alors que quand tu prends une bonne poire mûre, parce que j'ai un poirier dans mon jardin et en ce moment je mange des poires et je croque dans la poire et je me dis putain, c'est vraiment bon que comme ça, en fait. Tu vois, quand tu manges une poire à croquer mûre, juteuse, et après quand tu le travailles, c'est pas évident. Quand tu la cuis, alors tu vas la cuire dans un sirop, tu vas mettre de la vanille, tu vas de la cannelle, tu vas mettre du poivre, voilà. Mais je pense que c'est un des fruits qui est compliqué. Et avec quoi est-ce que tu préfères l'associer? Alors, j'en reviens, j'aime bien les poires au poivre. Ouais. De la poire, du poivre noir, du vin blanc et du sucre de canne. Juste un sirop comme ça, là c'est bien. Mais après, ouais, compliqué. Ou alors, tu fais une poire rôtie à la vanille, avec beaucoup de vanille, et voilà, et donc ça change, avec beaucoup de beurre, bien évidemment. Ça change tout. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on ne donne pas assez? Et peut-être, je sais pas, un conseil que toi tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé la pâtisserie? Alors vraiment, je t'invite à venir à l'épicerie qu'on vient d'ouvrir. T'es au milieu de l'épicerie, tu vois. Tu tournes la tête, t'as des pavlovas déjà toutes faites, t'as juste la crème fouettée que tu peux aussi acheter en bombe. Tu vois, t'as même pas à mettre des fraises dessus et c'est très bien. C'est une idée, donc je te conseille de venir là si tu cuisines pas beaucoup. Tu trouveras plein de solutions pour pouvoir pâtisser ou cuisiner facilement. Et d'ailleurs, quel était le projet derrière ça? Est-ce que c'était aussi de rendre la pâtisserie plus accessible et se dire que tout le monde... Ouais, en fait, l'idée de cette épicerie, c'est... bon, ça s'est présenté un peu par hasard. L'endroit me plaisait, c'était juste à côté de la boutique.
Je voulais pas faire une énième épicerie comme beaucoup, il y en a quelques-unes dans la rue qui sont super, qui font très bien, mais je dis je vais pas faire mieux qu'eux. Je vais sourcer des produits que j'aime bien, mais j'ai déjà sourcé des produits qu'on a avec nos fournisseurs, tu vois. Donc on a les farines et les légumineuses de Philippe Guichard. On avait fait plus de 10 ans qu'on bosse avec lui, et puis voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail. Mais après, puis il y a les profils grecs, les copains. Donc il y a très peu de choses en fait qu'on va acheter comme de l'épicerie. L'idée c'était vraiment de fabriquer en fait les produits que nous on a au quotidien en produits intermédiaires de cuisine et de pâtisserie. Le fond de tarte qui est très chiant à faire pour plein de gens. La pavlova, il fait une pavlova, j'adore ça. La meringue, tu le bouquin, tu te refermes. Parce qu'il y a trop de trucs techniques. Le four, tu ouvres ton four, c'est une pizza. Tu te dis putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est quand même. Voilà. Donc c'est l'idée vraiment d'avoir des produits qui soient. Alors les gens comprennent pas trop l'idée, mais parce que oui, c'est un petit peu nouveau. On va faire aussi un peu de traiteur. L'idée, c'est de rendre la vie un peu plus facile pour cuisiner et pâtisser. C'est ça, et du coup, l'ouvrir à tout le monde pour montrer que c'est pas si compliqué. Exactement. Finalement, il y a des bases, mais une fois que tu as ces bases, c'est assez simple. C'est un très beau projet. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ok. Déjà, comment toi, tu imagines la pâtisserie de demain? Plus simple et très produit. Encore plus. Encore plus. Et je pense qu'on a encore des choses à faire. T'as déjà des idées? Ouais, enfin de continuer le chemin, en tout cas moi de continuer ce chemin, tu vois, d'être encore en plus en direct. Il y a encore des choses à faire. La machine est en marche, il y a encore plein de filières certainement à monter, il y a encore plein de choses à faire. Si tu étais une saveur, toi, tu serais laquelle? Le poivre de Sancho, j'adore ce poivre. C'est quoi sa particularité? C'est un poivre que j'aime beaucoup utiliser en pâtisserie. Alors il y a le poivre de cassis, que j'aime bien, mais le poivre de Sancho, c'est un poivre qui vient du Japon et qui est un poivre qui a un côté agrumes, yuzu, mentholé, épicé. Et je trouve que c'est un poivre qui se prête très 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 bien à la pâtisserie. Avec quel produit est-ce que justement tu peux le faire avec des fruits, je l'aime bien avec du chocolat au lait, toi, c'est hyper intéressant, avec du citron, j'adore ce poivre. Et rien qu'en parler, ça me dit tiens, rien en ce moment, il faudrait qu'on le reprenne. C'est quoi l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler parce qu'avec la saison, il revient la figue de Soliès. J'adore la figue. C'est un de mes fruits préférés. Je peux en manger quand elle est mûre à avoir mal au ventre en fait. Je sais pas, c'est pareil, parce qu'en fait quand tu manges une figue entière, t'as ce côté sucré, t'as le côté avec les petites graines à l'intérieur qui croustillent. Enfin, je trouve que c'est un fruit complet en fait. Et comment est-ce que tu préfères la travailler? Assez simple, je l'aime bien juste rôti avec du miel et un peu de beurre sur une pâte, très très simple. En ce moment ça a été beaucoup les glaces. Cette saison, il a fait chaud. J'en ai vraiment beaucoup mangé. Vraiment. Pour pas citer de nom, je suis allé, il y a 2 endroits, alors on en mange beaucoup puisqu'on fait de la glace à l'italienne, maison, qui je crois est très bonne. Et cet été, je suis allé en vacances à l'île de Ré et j'ai rencontré sur mon chemin les glaces La Martinière. Ah, c'était fou. On mangeait beaucoup de glace tous les jours. Et après, il y a un endroit que j'adore en Autriche, c'est Tichy. C'est un glacier en Autriche qui est d'un autre temps. Voilà. J'adore cet endroit et c'est pareil, c'est comme la figue, je peux manger de la glace jusqu'à avoir très mal au ventre en fait. Et est-ce que tu es plutôt team, tu prends toujours la même glace ou est-ce que tu tentes tous les jours des nouveaux parfums? Alors, à la Martinière, je pense que j'ai goûté leurs 40 parfums. On avait un challenge important. J'ai goûté des trucs qui m'ont pas plu, mais je suis allé quand même. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt boulangerie ou pâtisserie? Je suis quand même un peu plus pâtisserie que boulangerie. Et même, alors c'est curieux parce que tout le monde m'identifie comme boulanger, mais mon vrai métier c'est pâtissier chocolatier. Moi j'ai commencé la boulangerie très sur le tard. Et en fait, vu que je ne suis pas boulanger de métier, je fais des choses différentes en boulangerie qu'un boulanger. Je pense que c'est pour ça que ça marche en fait. Mais je me sens très à l'aise dans la pâtisserie. Et
si je vais rajouter un truc, c'est que j'adore de plus en plus cuisiner en fait. Ça, pas tellement au début. Enfin, c'est venu plus. Plus tu vieillis et plus tu connais les produits en fait. Je pense que là, en cuisine, t'as un côté culot de cuisiner et ouais, je trouve que plus tu vieillis, plus j'adore ça. Et est-ce que le fait d'ailleurs de te lancer aussi dans la boulangerie, ça a développé des nouvelles choses côté pâtisserie? Tu vois, ça t'a permis d'enrichir un peu ta manière de voir. Clairement. Ouais, ça challenge en fait. Et puis, comment je me suis ouvert, par exemple, la boulangerie, moi, ça m'a ouvert sur les farines de blé ancien qu'on utilise beaucoup dans la pâtisserie. Aujourd'hui, tous nos sablés, ça fait 10 ans qu'ils sont faits avec des farines de blé ancien en fait. Ouais. On travaille avec Philippe Bichat et c'est un goût tellement incroyable en fait. T'es plutôt herbe ou épice? De plus en plus, le côté herbacé me plaît. Est-ce que tu as une herbe de prédilection? J'aime de plus en plus la coriandre dans la pâtisserie. Ça, je trouve que c'est une herbe qui va assez facilement à la cuisine et à la pâtisserie. Plutôt saveur d'été ou saveur d'automne? Ouais, saveur d'été, c'est cool hein, quand même. Il y a des bons produits en été. Plutôt brioche ou viennoiserie? J'aime bien la viennoiserie. Et enfin, plutôt soufflé au fromage blanc ou fraisier? Difficile, ouais. Soufflé fromage blanc, en ce moment, c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier, alors que ce soit, je sais pas, un ingrédient à tester, une recette à reproduire, un défi pâtissier, à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qu'il faudrait le refaire. Est-ce que tu aurais un défi pour nous? Un défi, allez, pour la saison qui arrive, ouais, un dessert à la figue. Un petit dessert à la figue. Un dessert à la figue. Peut-être simplement une tarte avec une tarte rôtie avec quelque chose qui va donner du peps à la figue. Ouais. Merci beaucoup pour ce défi. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Oui, j'étais ravi de partager ce moment avec tout le monde en tout cas, et avec toi en particulier. Et voilà, mais j'espère que voilà. J'ai été ravi de ce moment. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Ophélie Barès. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!